Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 26 de la 5e saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Et ce soir, je suis accompagné de Natacha. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Comment En fait, allez-vous? Comment très, vas-tu? très bien. Mais c'est vrai que je précise, mais je suis tout le temps accompagné de Natacha, sauf quand tu es en vacances. Donc, voilà, j'aurais pas besoin de préciser logiquement. Oui, peut-être parce que là, ils vont se demander, dire, mais Natacha, il la rattrape à chaque fois, elle part. Ah, pitié, Natacha, participe à l'émission. Je me sens tout seul. Ah ouais, depuis que tu nous racontes des histoires de vers dans la tête, etc. Mais tu fais un peu dans le gore, peut-être, j'ai l'impression en ce moment, parce que je crois que ce soir, tu vas nous parler de robots un peu effrayants, hein. Oui, oui, Ouais. alors oui, c'est un robot qui est très particulier. Je vais vous en parler là, donc vous allez voir Dans quelques minutes. quelques minutes avec quelques petites réflexions aussi sur le Mmh. certains fonctionnements, en fait, je vais faire un parallèle entre différents éléments, vous allez voir, je suis allée un petit peu loin, si ça vous dit, vous allez me suivre. Et toi, Antoine, tu vas parler de quoi? Et moi, je parlais d'un ovni, mais un ovni avec un H, un HOVNI. En fait, je devrais même dire une ovni, une hostie volante non identifiée. Une hostie. Tu as des vermitiques ce soir, Antoine. Bon, vous verrez ça dans quelques minutes. C'est un sujet qui fait rebond à une émission qu'on avait faite, un sujet qu'on avait traité avec Jérôme il y a 2 ans, 3 ans. Voilà. Vous verrez, on en reparle d'ici quelques minutes, une fois qu'on aura été trucidé par les robots de Natacha. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Jérôme. Et je crois nous suit aussi. Ben oui, 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 il nous suit. D'ailleurs, il nous suit et il continue à poster, hein, sur sa chaîne, hein, Russe TV, hein, allez-y, là, il a fait une très, très belle interview de mon ami Éric Le Saint, qu'on recevra d'ailleurs au mois d'avril, Natacha, pour la sortie de son livre. Il nous fera le plaisir de venir nous voir, pour présenter son livre. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entendre parler d'un robot qui pourrait vraiment faire partie des films d'horreur? Tu es prêt, Antoine? Dis-moi oui, parce que si tu me dis pas oui, j'y vais pas. Je Seigneur, change de sujet, là, comme ça. on va y aller, on va y aller. J'ai pas peur des robots. Hop, hop, hop. Le 19 février dernier, donc c'est pas si loin, il y a une start-up polonaise, Clone Incorporated, qui a secoué la toile en développant et en dévoilant Protoclone. Protoclone, c'est quoi? Eh bien, c'est un robot au design, comme je le disais en préambule, aussi glaçant qu'intrigant. Arborant une peau blafarde, des tendons apparents et des gestes désarticulés qui n'appartiennent qu'à un film d'horreur, ce prototype, donc baptisé Clone, a pourtant un objectif tout à fait pragmatique. Alors avant de vous dévoiler cet objectif pragmatique, je vous laisse regarder notre ami robot et dites-moi si vous n'avez pas peur. Donc Antoine, s'il te plaît, dis-moi, toi, ton cœur ne va pas lâcher devant ça. Mais c'est sûr que c'est un robot parce que honnêtement, Je te promets, c'est un robot. on dirait un bonhomme, qui s'est mis, tu vois, une espèce de combinaison et Celui-là, là? mmh, Bah, écoute, dans l'info que j'ai vue, je suis allée chercher sur plusieurs sites, c'est présenté cette image comme étant celle d'un robot. d'accord. Ouais, il est suspendu. Ah oui, ah oui, c'est un robot équipé de muscles, de tendons et d'articulations, c'est ce que tu vas nous dire, je suppose? Et puis le liquide, qui compose ces donc veines, c'est de l'eau. C'est vraiment pour ressembler le plus possible, sauf sa tête, à un être humain. Mmh Il est mh. hyper réaliste. Il peut même saigner, hein. Mmh. Ah oui, c'est Voilà. bluffant. Ah ouais, c'est bluffant, mais ça fait peur. Donc son objectif, c'est quand même alléger votre quotidien. Alors, vous allez donc imaginer que ce robot-là,
avec la tête qu'il a, l'allure qu'il a, il passe l'aspirateur, il gère l'éclairage, il vous prépare un sandwich. Moi, je crois que c'est à une petite condition pour faire tout ça. Il vous coupe, vos je sais pas, vos légumes. La condition, c'est quand même que vous soyez pas effrayés par son look de mannequin de cauchemar futuriste. Oui, mais tu vas l'habiller, tu vas lui mettre une petite veste, un t-shirt, un pantalon. Tu vas pas te laisser que se promener comme ça chez toi. Ah, c'est sûr, promène comme ça, parce que alors, il faut savoir, hein, Antoine et les amis, que ce compagnon high-tech pourrait être commercialisé en 2026 avec une édition limitée dès 2025, hein, déjà, pour environ 20 000 $. D'accord. Ah Voilà, oui, là, voilà la tête de ton robot chez ah oui, toi là, qui oui. Bon, là, ça fait très Scream, hein, tu sais, le c'est film d'horreur. complètement ça. Moi, je trouve que c'est une invitation un petit peu subtile Mhm. à réfléchir à la façon dont la science transforme nos angoisses en opportunités. Tout en nous interrogeant sur la nature même de la vie. Du coup, j'ai vu d'autres news où justement, bah, on va voir la suite. Je suis allée chercher d'autres petites news. Le 10 octobre, il y a pas si longtemps non plus, dans une ambiance digne des plateaux de Warner Bros, Elon Musk, vous le savez, tu le sais Antoine, il a dévoilé les dernières innovations de Tesla, un taxi autonome, un bus autonome, des robots humanoïdes, baptisés We Robot. Et l'événement, ben, il a immédiatement fait réagir. Les observateurs, d'ailleurs, n'ont pas manqué de relever les similitudes très frappantes entre donc tout ça, les robots, avec le film culte I, Robot, de Will Smith, d'ailleurs. Et au point même que le réalisateur Alex, je crois que c'est Alex Proyas, hein, c'est ça, si je me trompe pas, avec une pointe d'humour, a lancé un: «Hey, Elon, je peux récupérer mes designs, s'il te plaît?» Donc je me dis là, on est parti dans un rythme un peu effréné. Il y a heu, plein d'autres choses sur les robots et cette présentation, à mon sens, illustre comment la fiction influence nos ambitions technologiques. Mais tu sais que le père de la fiction là-dessus, c'est tout simplement ce monsieur-là qui a tout inventé en définitive. Isaac Asimov, avec sa saga, les robots de l'aube, et les robots et l'Empire, etc. Et il date celui-ci, hein. Je l'ai lu, la plupart d'entre vous, vous étiez pas nés, quoi. Eh ben, c'est tout à fait ça, parce que c'est justement ce que je soulignais, bah, tu fais très bien de le dire. Moi, je trouve que les robots de Musk, tout en affichant un panache futuriste, parce qu'on peut pas le nier, ça c'est quand même assez beau, ils soulèvent quand même des questions éthiques sur l'intelligence artificielle et la frontière tout simplement entre inspiration artistique, innovation disruptive et effectivement, va-t-il appliquer les lois mêmes que tu montres d'Isaac Asimov sur la robotique, hein, parce que je rappelle, dans Isaac Asimov, c'est, on ne tue pas, enfin, on en avait déjà parlé dans un mini, je ne sais plus lequel, Je vais vous les lire, elles sont juste en page 1. Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Donc ça, c'est la principale loi. La seconde loi, la deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Donc tu ne peux pas dire va tuer un tel. Et la troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Donc là, c'est la raison économique. Voilà. Et ces lois de la robotique sont vraiment appliquées effectivement dans toutes les écoles de robotique. C'est des lois qui font preuve de loi. c'est l'éthique qu'on doit appliquer C'est avec ça. les développements technologiques, tout simplement. Comme à chaque fois qu'il y a des grandes avancées, il faut réfléchir avec conscience à ce qu'on fait.
Je suis allée voir du côté, sur le terrain industriel. Évidemment, puisque là on part, c'est une frénésie, d'invention, de mise sur le marché de robots et nous avons une firme texane qui s'appelle Apptronik. Moi, je trouve que ça fait vraiment film de science-fiction. C'est vraiment le titre d'une firme, d'une grande firme dans un film de science-fiction. Donc, c'est en collaboration, avec, Jabil et soutenu par Google DeepMind qui met à l'épreuve ce robot humanoïde Apollo dans un environnement réel. Il est conçu, comme vous le savez, comme tu le sais Antoine, je pense, ou je vous l'apprends, je ne sais pas, pour accomplir, des tâches répétitives, telles que l'inspection, le tri, la mise en kit ou la livraison en bord de ligne et Apollo est déjà passé à l'action chez Mercedes-Benz. Avec ses 173 centimètres, ses 72,5 kilos et la capacité de porter 25 kilos, il offre une autonomie de 4 heures grâce à des batteries échangeables à chaud, tout en pouvant être branché pour un fonctionnement continu. Alors, évidemment, on va se poser des questions parce que cette incursion dans l'automatisation industrielle nous force à considérer le parallèle entre la précision programmée d'un robot, ça on ne peut pas le nier, et l'imprévisibilité, parfois chaotique, de l'activité humaine. Si je vous pose ces 2 choses-là, vous voyez bien à quoi ça mène. Pour moi, plus besoin, pour enrichir les déjà riches, pardon, et puissants, de nous. Puisque là, nous avons des robots capables de faire, ce que l'humain faisait et sans interruption et cetera. Alors, si vous voulez bien, vous allez me suivre dans une petite réflexion personnelle. Pourquoi nous avons envie d'en avoir toujours plus? Pourquoi les riches ont besoin d'en avoir toujours plus? Pourquoi nous, nous avons envie et ou besoin d'en avoir toujours plus? Pourquoi cette petite voix dans notre tête nous pousse-t-elle à acheter ce nouvel objet dont, soyons honnêtes, on n'a pas vraiment besoin? Alors, ce réflexe aussi frustrant qu'universel, vient de loin, très loin. Il trouve ses racines dans notre cerveau, nos émotions et aussi notre histoire d'être humain. Je vais partir dans l'histoire du passé, au temps de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Accumuler des ressources, il faut bien comprendre ça, c'était une question de survie. Donc c'est bien ancré en nous, puisque la survie, c'est ce que veut la sélection naturelle. Plus on avait de nourriture, d'outils, de peaux d'animaux, on pouvait affronter donc plus on avait tout ça, plus on pouvait affronter des périodes de pénurie. C'est vraiment, basique, hein. Alors ce réflexe évidemment d'accumulation, c'est gravé dans notre cerveau. C'est même un petit peu comme je vous ai dit, le but. Nous devons être fabriqués pour survivre. Mais aujourd'hui, le souci, c'est que ça s'applique à des baskets, à des gadgets électroniques, à des téléphones, des objets déco. Bref, le toujours plus n'est pas nouveau, mais il a juste changé de forme. Alors du côté des neurosciences, il s'explique parce que chaque fois qu'on achète ou qu'on acquiert quelque chose, notre cerveau, histoire de faciliter en fait la mise en place de ce mécanisme de survie, donc notre cerveau, il va libérer de la dopamine à chaque fois qu'on acquiert un truc nouveau. La dopamine, c'est une molécule du plaisir. Donc forcément, on se sent bien et en fait, ça active un circuit qui s'appelle le circuit de la récompense. Ça nous procure un petit shoot de satisfaction, mais le problème, c'est que cette sensation ne dure pas et c'est même fait pour. Très vite, notre cerveau, il va s'habituer et il en redemande et résultat, on repart en chasse du prochain achat, en fait, du prochain objet capable de nous procurer donc cette dose de plaisir. C'est vrai pour les relations aussi, hein, certains ont besoin d'aller, bref, je précise pas. Donc ce mécanisme ressemble beaucoup à celui des addictions et c'est même celui-là qui est en cause dans le processus des addictions. Donc en psychologie, ce mécanisme-là, on va dire que c'est, le besoin de posséder qui peut cacher des fragilités.
tout simplement. Un manque de confiance en soi, la peur de ne pas être à la hauteur, le besoin de prouver sa réussite, aux autres et acheter devient une sorte de pansement émotionnel. Ça peut être ça aussi parce que comme je vous l'ai dit, ça active certains circuits de la récompense, des shoots de dopamine, donc ça apaise et donc comme si l'accumulation de biens dans ces conditions-là pouvait combler un vide intérieur. Vous ajoutez à ça la pression sociale, les publicités omniprésentes qui murmurent que le bonheur passe par la consommation et le cercle est bouclé. Alors, donc, du coup, vous avez vu, si on met en forme tout ça, on va comprendre pourquoi les riches veulent toujours avoir plus, pourquoi nous voulons avoir plus. Donc moi, ça explique en partie, cette mise en place des robots parce que c'est une accélération. On va mettre des robots à la place d'humains pour produire plus sur des chaînes de production. On va avoir, nous, des robots pour nous alléger, tout ça pour, arriver à une sensation de bien-être. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux avec tout ça? Est-ce qu'il faut vraiment aller vers là? Et puis cette fascination qu'on a pour les robots, elle puise aussi ses racines dans l'histoire de l'humanité. Depuis les mythes anciens, je ne sais pas si tu connais Antoine, mais les mythes anciens de d'automates, de créatures mécaniques, tu vois de quoi je parle? On a souvent dans des histoires, des créatures qui vont être, assez robotiques, tu vois? On retrouve ça assez souvent et dans nos laboratoires modernes, on cherche à surpasser cette complexité, c'est les faiblesses de notre propre corps, d'une certaine façon. Donc, Donc peut-être cette qu'on essaye aussi de recréer un savoir perdu? Ah, va savoir. moi, je suis allée juste sur notre besoin en fait, d'alléger les tâches pénibles, Mmh. tu vois, ce genre de choses. Bah De bah comment oui, mais forcément, là-dessus, quand je pense qu'on est tous d'accord, bien sûr que, ce serait très, très bien d'avoir un robot qui nous dédouane de toutes nos tâches pour avoir plus de temps pour faire des choses importantes, tu vois? Tu préfères passer, ta journée de dimanche, avec ton gamin, aller te promener dans un parc plutôt que de passer, ta journée à sticker du sol au plafond, par exemple. Donc je pense qu'effectivement, je sais pas si c'est, heu, parce que le parallèle que tu faisais, des personnes riches qui sont tout le temps à vouloir en chercher, à en avoir plus, est-ce que c'est vraiment pour avoir plus ou c'est, là, pour le coup, avoir un outil qui permettrait de gagner autre chose? Mais on est fabriqué, comme ça. On ne peut pas aller au-delà de notre fabrication corporelle, on ne peut pas, c'est pas possible. Nous avons des limitations corporelles. Nous devons accepter, c'est ça le travail d'un être humain, nous devons accepter, déjà cette forme physique et ce conditionnement pour aller au-delà. Ça, on peut pas passer outre, tu vois? Parce que, moi je pensais aux robots qui c'est comme des miroirs, on les crée comme des miroirs, tu vois? Ils reflètent nos forces, nos faiblesses et là-dedans, on peut y voir nos aspirations les plus profondes, en fait. Il reflète nos forces, nos faiblesses, mais aussi notre forme physique. Parce que c'est quoi Mmh. l'intérêt d'humanoïser, ça je sais pas si ça se dit, un robot alors qu'il pourrait être juste un parallépipède droit et ça suffirait pour faire, les tâches qu'il a à faire, on veut le rendre de plus en plus proche de l'homme. Parce que bien dans d'autres émissions, on vous a montré aussi, hem, cette espèce de peau qu'ont inventé les Japonais, qui leur, mettent sur, leurs humanoïdes et qui ressemblent vraiment très quoi, à s'y méprendre à de la peau humaine, donc vraiment l'objectif sur lequel, ils vont, beh, là, on le voit bien avec ton robot, qui fait peur tant qu'il est pas habillé, c'est de ressembler vraiment de plus en plus à un être humain, quoi. Oui, c'est ça et puis, tout ça, moi, je trouve que ça nous oblige à questionner notre identité, notre créativité, notre besoin, effectivement, de créer quelque chose à notre image. C'est quoi? Nous sommes Dieu? Je ne sais pas. Ça nous oblige à nous questionner, comme on l'a dit en début d'émission, sur notre sens de l'éthique.
La robotique se pose quand même en double défi. Améliorer notre quotidien, tout en nous confrontant, pardon, à l'essence de ce qui nous rend humains. Vous avez 4 heures. Ouais, c'est ça. Vous nous envoyez vos copies à lejournaldbn@gmail.com et on parlera des meilleures notes. Bon, beh, écoute, ouais, effectivement, c'est un sujet à méditer en dehors de toute la fascination que l'on a bien sûr pour toi et moi d'ailleurs, hein, pour Ah oui. cette technologie, Ah mais je suis re fascinée, j'aime énormément. Tu sais qu'il y a un robot, tu sais, il y a des robots serveurs dans certaines, comment dire? Dans certains restos. Bah, il y en a un qui s'est fait, voler en plein jour. Bon, il a été rattrapé, mais il s'est fait voler, en plein jour. Moi, j'ai regardé ça là, sur ma petite recherche sur les robots et puis, il y a maintenant des robots qui fabriquent des robots. Ça y est, on y est. ah bah, oui, forcément, forcément. Mais tu sais que, tout ça, c'est quand même lié comment dire? À un problème qu'on avait soulevé, ben, avec Amel, parce qu'on avait aussi abordé, le sujet de la robotique et on a un Zamimi là qui nous a envoyé un message d'ailleurs sur, donc je rappelle l'adresse, hein, lejournaldbn@gmail.com pour, justement nous faire part, d'un article qu'il avait lu dans Icaris, la très, très bonne revue Icaris, c'est le Icaris numéro 36, sur, des chiffres qui ont été donnés, par rapport, bien justement aux besoin, qui va être galopant sur la production d'énergie pour pouvoir répondre, à toute cette, augmentation de la robotisation, cette augmentation de l'utilisation de l'intelligence artificielle et cetera. On avait parlé des data centers, on avait parlé du fait que, oui, la France est un pays, où il y a beaucoup de centrales nucléaires, donc ce serait un pays qui serait bankable pour pouvoir, héberger, les data centers et cetera et donc voilà ce que nous dit, donc Edmond, heu, dans cet article de Icaris. Il dit: «La bioinformatique se base sur des structures neuronales cultivées à partir de cellules souches humaines». Donc ils sont en train de faire des recherches, Mmh. et bien comme dans Matrix, hein, tout simplement, pour pouvoir créer en fait de l'électricité à partir de cellules souches humaines. Le cerveau humain aurait une capacité entre 74 téraoctets et 1000 téraoctets selon différentes études. Et le cerveau humain ne consomme que 20 watts pour ses, calculs quotidiens. Pour égaler la puissance de calcul organique du cerveau humain, les puces, d'intelligence artificielle auraient besoin de 10 mégawatts. À lui tout seul, ChatGPT nécessiterait environ 3617 serveurs consommant 564 mégawatts d'électricité par jour. Donc, par comparaison, un réacteur nucléaire, les plus puissants peuvent aller jusqu'à 1600 mégawatts. Donc tu vois, il en faut des réacteurs nucléaires. Juste pour pouvoir faire tourner ChatGPT, il en faut, 2,5, un réacteur, nucléaire. Ah ouais, ça je ne savais pas. Ouais, c'est énorme. Donc finalement, quels vont être les enjeux bientôt? Ben, on le voit là, ce qui se passe en ce moment, entre les tensions, américano-russo, européennes, l'enjeu, c'est les métaux rares, qui sont en Ukraine, dans les terres rares, les terres rares et les métaux rares qui servent entre autres à rentrer dans la composition de composants électroniques, de batteries et cetera. On l'a bien vu, hein, dans ce que tu disais tout à l'heure, les robots, eh bien, il faut les brancher toutes les 4 heures. Il faut les recharger toutes les 4 heures ou les brancher en continu, donc il va y avoir vraiment une surconsommation, électrique et bah, à un moment donné, peut-être qu'on aura, consommé, tout ce qui est, consommable et que, eh bien, la seule, énergie encore disponible, ça sera Bibi. Bibi, Bibi, vous les Bibi, ça sera les humains. Ben voilà. Est-ce que là, c'est pas le scénario, catastrophe, le pire que l'on puisse avoir où, on finira par mettre des humains en batterie,
parce que, ils produisent de l'énergie. Est-ce que peut-être que on les mettra peut-être même pas de force, hein, peut-être que, on dira: «Eh bien, quand vous allez dormir, vous allez recharger, une centrale électrique qui est à côté, et si vous le faites pas, eh bien, vous aurez pas ça, vous aurez pas ça, vous pourrez plus aller travailler» et cetera. On sera peut-être tous, tu vois, toutes les nuits, plugués à un système pour recharger les IA, les robots, les Intéressant voitures, et de penser à cetera, et ça. cetera. C'est Matrix. C'est vraiment Matrix où, eh bien, il faudra prendre à un moment donné la fameuse pilule, de la bonne couleur pour pouvoir se réveiller et s'apercevoir que, bah, oui, on est juste tous élevés, dans des grandes usines, mais heureux. Après, voilà, est-ce que il faut vivre heureux en esclave ou libre, mais, avec toutes les difficultés du monde? Ça, c'est la question. Est-ce que tu cherches, est-ce que je cherche, le bonheur par le plaisir, donc la dopamine, ou est-ce que vous cherchez le vrai bonheur par l'acceptation? L'acceptation de ce que vous êtes, dépasser ça et l'amour, donc l'ocytocine. Mmh. L'ocytocine, c'est l'hormone, c'est la molécule de la relation, en fait, du bien-être par la relation. Mais ça aussi, c'est une forme d'emprisonnement. Il y a autre chose derrière tout ça et pour moi, je vois Matrix comme, une métaphore aussi de notre état d'être humain et de sortir de nos conditionnements personnels. Sans être moi-même bouddhiste, je rejoins par là ce chemin-là, en fait. Bon, je vous laisse répondre à cette question, les amis. N'hésitez pas dans les commentaires. Ah, On 4 heures. Ah non, plus que 3h45, ça fait encore un quart d'heure qu'on papote là. Pour continuer aussi sur le courrier des lecteurs, bah, vous avez été nombreux là à réagir à la dernière émission, sur, le fameux cas de Robert, Lortal, dit Roro. Alors, il y en a quelques-uns parmi vous, qui m'ont comparé à Elisabeth de Cagny, et ne faites pas ça, les amis. Elisabeth de Caligny, c'est une super conteuse. Moi, je suis juste un animateur, j'ai pas la prétention d'avoir le niveau d'Elisabeth de Caligny. Je ne faisais que reporter l'information que je connaissais pas d'ailleurs. Depuis, je me suis renseigné, et d'ailleurs, il a fait, Robert, une conférence au repas ufologique de Toulouse en 2023, je crois. J'ai mis le lien, sous la vidéo, de la semaine dernière. Je vous conseille de le regarder parce que vraiment ça complète le sujet que j'évoquais, et il va plus loin, tu sais, on se posait la question, et il s'était pas trop étendu dans l'interview qu'il avait faite avec Pascal sur, cette année qu'il avait passée dans les grottes. Voilà, là ça complète vraiment, cette, cet entretien. Je vous conseille de regarder son sa conférence, et bah, j'avais une question à te poser, Natacha. Crois-tu aux miracles? Alors je parle pas du miracle de l'amour, je parle des Non. miracles. Eh bien oui, parce que je suis en train de m'intéresser pour, des articles futurs dans la revue Infinité, sur les guérisons miraculeuses. J'ai, moi-même assisté. Je suis, comme tu le sais, mais je le répète pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis thérapeute. Donc je pratique une thérapie psychocorporelle, mais je suis magnétiseuse. Il y a des gens qui sont venus me voir, j'ai posé mes mains, ils n'arrivaient plus à marcher, tu vois? Ils avaient une sciatique et une douleur quelque part et tout, et ça part. Alors j'appelle pas ça moi du miracle, mais il y a donc je suis partie de là, de ces capacités que je voyais, des guérisons, d'auto-guérison aussi des gens, des guérisons qu'on peut avoir à travers, donc les mains des magnétiseurs et des guérisons miraculeuses qu'on peut trouver, notamment à Lourdes et cetera et ouais, moi je suis plutôt partante. Alors
Que nous racontes-tu? Eh bien, justement, on va se rendre à Lourdes, Natacha. On va se rendre à Lourdes en ce dimanche du 7 novembre 1999. C'est le jour du Seigneur. Mmh. C'est une grande Eucharistie qui est filmée et qui passe d'ailleurs dans la fameuse émission Le jour du Seigneur sur France 3, donc devant des millions de téléspectateurs français. Et là, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un ovni, avec un petit jeu de mots, commençant mon ovni par un H, donc une ovni, une hostie volante non identifiée, parce que figure-toi que pendant cette Eucharistie, l'hostie, au moment de l'épiclèse, c'est-à-dire la prière qui permet de consacrer le pain, le vin, avec une imposition des mains, eh bien, l'hostie, ce qui est une belle hostie, hein, qui devait faire 24 centimètres, elle s'est soulevée comme en lévitation de la patène. La patène, c'est l'assiette sur laquelle on positionne l'hostie, devant les yeux médusés du monde entier. Sauf que, d'ailleurs, personne n'en a parlé. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. C'est passé comme ça, vite fait. Et figure-toi qu'en travaillant sur un dossier sur l'esprit, le pouvoir de l'esprit sur la matière, je suis allée voir, encore une fois, du côté du bouddhisme. Parce que c'est très intéressant vu qu'ils explorent beaucoup, tout ça. Et il y a une pratique très connue de lévitation. Donc sans être une lévite moi-même, je suis allée voir de ce côté-là et je ne sais pas comment ils font, mais c'est quelque chose d'assez connu. Il y a également du côté de la religion, catholique, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était un moine, je crois, qui lui-même, à chaque fois qu'il se mettait en état, de conscience modifié par ses prières, il lévitait et se retrouvait dans les arbres. C'était, je crois, si je dis pas de bêtises, au Moyen Âge. Non, effectivement, il y a eu beaucoup de cas de lévitation, alors avérés, mais pas modernes, malheureusement. Puis il y a le fameux album de Tintin au Ah Tibet, oui? hein, où tu as le moine tibétain qui lévite et qui voit le migo, le migo. Il y avait pas le professeur Tournesol qui lévitait? Oui, aussi. Oui, 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 moi j'ai plutôt ça là, mais bon, en tête. Avec les 7 boules, non, je sais plus. Ah, mais ça, c'est dans un autre. Oui, je mélange un peu là. Allez, je vais partager. Ah oui! Oh là là, faut que je le relise. Ah non, Tintin au Tibet, Tu vois? ah Il oui. lévite comme ça et puis il tient l'écharpe de Chang et puis il fait: «Oh le migo», qui est le yéti. Voilà. Mais on digresse, mais là, ça fait plusieurs semaines, hein, vous avez vu entre les Schtroumpfs la semaine dernière, Tintin cette semaine. Allez, on va revenir au jour du Seigneur. Alors, c'est un sujet qu'on avait abordé avec Jérôme, parce qu'on était tombé dessus déjà il y a 2-3 ans, où effectivement, on voit très clairement sur la vidéo que je vais vous montrer d'ailleurs dans quelques instants, tu vois l'hostie se soulever de 2 centimètres et rester comme ça, en suspension, au-dessus de la deuxième hostie qui est en dessous. Franchement, c'est pas hyper visible, hein. Là, en fait, on voit bien, entre la première hostie qui est en bas et la deuxième, on voit la Ouais, la mais ça toge fait un mouvement, qui fait, de monseigneur Billet. Ouais, on va regarder la vidéo, ça sera peut-être plus parlant. mmh, oui, parce que là, très clairement, ça me Alors, parle. je vais vous montrer, les 2 vidéos. La première, avec une vue un peu complè une vue, comment dire? Non zoomée et
Là, tu vois, ils sont en train d'apposer les mains et hop, Ah oui, d'accord. voilà. L'hostie qui a l'air de vibrer un petit peu, hein. Voilà. Je vais te la remontrer en. Et pourquoi ils font ça avec leurs mains? Bah, écoute, je ne connaissais pas, hein, je suis pas un pro du catholicisme, hein. C'est dans l'épiclèse, c'est cette prière qui donc consacre l'eau et le vin, et ils font la position des mains de façon à ce que l'Esprit Saint vienne dans les deux éléments qui représentent le corps et le sang du Christ. Voilà. Mhm. Et donc, hop, tu vois, on la voit osciller, on la voit. Voilà. Alors, le site que je vais te montrer là tout à l'heure explique que l'hostie supérieure se soulève légèrement Mhm. par-dessus l'inférieur sur le côté droit. Ensuite, Bah, elle a l'air de rebondir comme ça, elle a l'air de faire ouais, plouf. elle a l'air un petit peu de rebondir. Ouais. L'hostie ensuite se détache complètement du côté gauche et commence à se soulever par-dessus l'hostie du bas. Le côté gauche se trouve à cet instant plus bas que le côté droit. C'est pour ça que ça fait ce petit effet de vague, de vaguelette. Ensuite, le côté gauche semble subir un dépassement et s'élève légèrement plus haut que le côté droit, qui, quant à lui, semble maintenir une position d'équilibre stationnaire, jouant presque instantanément comme pivot de rotation de tangage. C'est très précis. Et enfin, le côté gauche de l'hostie supérieure dépasse la position d'équilibre et s'abaisse légèrement pour ensuite se stabiliser verticalement, tout en éliminant le tangage. Et effectivement, là, on ne voit plus de. On a l'impression que ça flotte, mais on ne voit plus de mouvement de cette hostie. Donc, il ne subsiste plus de translation ni verticale ni horizontale, ni de rotation autour d'un axe vertical. Il semble que l'hostie ait un léger roulis presque imperceptible, dont l'axe de rotation serait parallèle à la ligne imaginaire qui rejoindrait les mains du prêtre. Moi, Alors, franchement, j'ai l'impression qu'on peut en fait. ouais, alors je ne sais pas si toi déjà tu aurais une théorie à nous donner là-dessus, ne connaissant pas le sujet. J'irais dans les lois de physique ou alors dans des développements de bactéries qui font que ça gonfle et qu'il y a du gaz. Donc un effet de gaz, mais Je sais alors, pas, mais du non, non, mais pain, c'est. tu vois, le Mhm. gluten, il gonfle. Mais il faudrait pour que l'hostie reste comme ça stationnaire, parce que tu as vu là, on est resté à plus d'une minute Il n'est trente. pas, il est pas complètement au-dessus. Il est un peu au milieu, il est contre l'autre. En tout cas, visuellement, je vois peut-être mal, hein, mais Ouais, ouais, non, il y a bien 2 centimètres, hein, il y a bien du vide entre les et deux. au milieu, hein. Au milieu, j'ai vraiment l'impression qu'il est collé à l'autre. Non, 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 c'est bien décollé. En fait, ils ont vraiment pris. C'est pas collé, hein. Là, c'est collé, hein. Non, Dans... c'est juste une vision liée à la profondeur, mais c'est pas collé. Ils ont repris des vidéos qu'ils ont vraiment étudiées. Alors après, je fais quand même une petite digression, hein. Le site s'appelle Il Pane Bibo. Je pense que c'est un site qui, qui est pro-catholique. Mais les arguments vraiment sont assez scientifiques. Donc ils évoquent, hein, l'histoire du gaz. Alors pas un gaz de fermentation, mais peut-être une espèce de gaz qui serait dessous pour pouvoir faire léviter. Mais ils démontrent que c'est pas possible. Il y a plusieurs techniques de lévitation, hein. Il peut y avoir des techniques optiques, l'acoustique. Nous, on était parti avec Jérôme sur effectivement peut-être une lévitation acoustique, parce que à l'époque, c'était la grande mode de faire se soulever des petites billes d'acier comme ça et faire des formes géométriques, etc., dans de l'art moderne. Mais en fait, le problème de tout ça, c'est que l'hostie, euh, elle se déformerait, elle resterait pas dans la même position et il y aurait
Tu vois, il y aurait vraiment des fluctuations assez importantes, alors que là, elle est vraiment super, super plate et à équidistance de l'autre. Heu, ils ont testé donc, ouais, le gaz, ça je l'ai dit. Une lévitation magnétique, parce que j'y ai pensé aussi. Je me suis dit: «Bah, peut-être qu'ils ont mis des je sais pas moi, des éléments, ferreux dans la pâte», tu vois? Et puis, comme un aimant, avec, les 2 champs qui s'opposent et pouf, ça permettrait de bah, oui, du coup, elle se reposerait pas. Parce que c'est vrai, moi quand même, ce qui m'a interpellé déjà à l'époque et puis encore aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, tu sais, que comme, bah, justement comme 2 aimants, qui restent maintenus par un champ magnétique, quelconque et puis hop, ça se décolle. Et puis ça fait ce petit tangage et après hop, ça reste, non, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je te dis, je le vois collé au milieu, donc pour moi, c'était juste les bords qui se décollaient, mais du coup, je ne sais pas. C'est pas collé au milieu, c'est sûr. Pas collé au milieu, tu Non, c'est pas m'assures? collé au milieu. Ouais, ouais. Non, non, ça c'est sûr. Mais c'est surtout, ouais, ça vraiment ça se détache comme ça fait on sent le petit Mmh. tu vois? Moi je me dis: «Dieu interviendrait pour faire léviter une hostie». Quel est l'intérêt? Alors Sur l'intérêt si, c'est de pouvoir faire, accroître la foi des fidèles. Donc ça l'intérêt je le vois. Bon déjà je serais Dieu, je m'amuserais pas à le faire Ah décoller oui, à oui, à 2 centimètres. oui. Pourquoi voilà, l'hostie au pire, tu vois, je la ferais voler dans toute l'église, voilà. Je je La ferais des limite trucs plut et Dieu, voilà. Il y a des idées un peu bizarres, faire décoller des hosties bah, et faire voler écoute, quitte à faire des choses, et puis en tant que Dieu, tu ferais ça. bah, oui, bien sûr, ça m'éclaterait. Dieu, mais moi, il y a un Dieu qui se présente à moi comme ça et il me fait ça, je fais: «Oui, bah, alors ta religion là, bah, tu te la gardes parce que Tu je vois aimerais pas l'intérêt». pas voyager sur une hostie volante? Ah, écoute, Non, faut pas j'y tente. tu n'es qu'une béotienne. Absolument et j'assume. Bon, donc voilà, le côté lévitation magnétique, en mettant des éléments, ferreux dans l'hostie de façon à ce qu'il y ait ça crée un champ, avec un champ magnétique et un système répulsif. Déjà, les 2 hosties ont la même couleur, s'il y en a une qui avait des éléments ferreux, elle serait plus foncée et cetera. Bon, tout ça, l'article vraiment détaille très, très bien le pourquoi c'est pas possible. Bon alors Natacha, mon hostie volante du coup, Mmh. fake ou vraie hostie? Ah, j'en ai aucune idée. Je trouve, simplement que les 3 derrière là, je sais pas comment on les appelle là, les Des 3 prêtres. prêtres. Ah simplement, d'accord, ils ont pas une fonction particulière. Donc les prêtres derrière, ils réagissaient pas tellement, devant ce miracle? Ben, en fait, je crois avoir lu, qu'ils s'en étaient pas aperçus, tout Mmh. simplement. Ils étaient dans leur truc et ils se sont pas aperçus. Alors après, il y a une autre séquence où, ils soulèvent l'hostie et l'hostie elle devient lumineuse aussi, vous regarderez la suite de la vidéo, voilà, il y a eu 2 miracles ce jour-là. C'est non, c'est assez particulier. Mais de toute manière, des miracles, il y en a dans toutes les religions. Voilà, c'est Absolument et il y en a hors religion. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur l'article que je suis en train de préparer, qui est pas pour tout de suite, qui est pour un prochain numéro. Je suis en train de réfléchir et de rassembler, des écrits en fait. Et tu as des miracles de guérison, des gens qui sont en phase terminale d'un cancer, qui tout d'un coup comprennent la raison de leur cancer, qui acceptent de vivre ça et qui, du coup, en guérissent. Et il y a beaucoup de cas de guérison de cet ordre-là, pas seulement que des cancers. Avec religion, sans religion, enfin, c'est indépendant de la religion.
c'est dépendant d'un état intérieur. Et moi, en tant que magnétiseuse, je peux te dire que je vois un lien certain entre ce qu'on appelle les corps énergétiques, le corps subtil et l'état émotionnel et surtout les conflits intérieurs. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir accueilli, de ne pas avoir accepté de vivre l'émotion telle qu'elle est et parce qu'à ce moment-là, dans le corps subtil, ça ne circule plus. Donc c'est pour moi une des pistes de guérison. Ouais. Bon ça concerne les miracles individuels. Dans, prochain et dernier, Génération Cité d'or, le numéro 11, qui devrait paraître, d'ici fin mars, Pascal Cazotte a fait un article sur, toile, qui était vraiment très, miraculeuse pour le coup. C'est la toile de la Vierge de Guadalupe. Je ne sais pas si tu connais ce sujet, ça se passe au Mexique et heu je pense qu'on en fera une émission, complète, là-dessus. Il y a déjà Patrice Marty qui en avait fait une, il y a quelques années de cela, où, il y a tellement de choses scientifiquement impossibles à décrire, à trouver d'explications scientifiques à aujourd'hui, qu'effectivement, c'est, la toile de tous les miracles. Voilà. On en reparlera sûrement, sinon, vous lirez l'article numéro 11 de Génération Cité d'or. Et puis il y a plein de vidéos YouTube, hein, bien sûr, sur la Vierge de Guadalupe. Voilà, mais en tout cas, moi, mon seul miracle pour conclure là-dessus, hein, sur c'était quand? C'était le 7 novembre 99, et bien moi, c'était un mois après, à Lourdes, naissait ma fille. Voilà, ça, c'était un miracle, très cher. Oh! Bon, bien Natacha, merci pour ce sujet. On se retrouve, la semaine prochaine pour, numéro 27. Je te souhaite de passer un très bon week-end. Très bon week-end à toi aussi Antoine, très bon week-end les amis. À la semaine prochaine. Bon, par contre, dans ta petite démonstration, moi, ce qui m'inquiète, docteur Natacha, c'est que, moi-même, je suis collectionneur. J'ai une chaîne où je présente, plein de collections. Donc, expliquez-moi, je vais m'allonger là. Expliquez-moi, docteur, quel est ce besoin, frénétique, d'acheter, toutes ces petites figurines de collection, Je reprends juste mon exposé sur sans aller trop loin, parce que on va pas tout dévoiler de l'Antoine sur cette chaîne. Mais juste les petits shoots de dopamine que tu as à chaque fois que tu as une nouvelle figurine, tu vois que ça active un petit truc chez toi. Tu tu es contente, tu as un petit shoot de plaisir. Donc Déjà, je suis un hédoniste, en fait, c'est ça que tu es en train de dire? tu as une petite addiction surtout. Moi qui croyais avoir une addiction au chocolat, bah non. J'en ai 2 du coup. En attendant que tu regardes, moi je pose une question aux amis. Si vous étiez un dieu, que feriez-vous? Tu attends qu'ils te répondent là? Parce qu'on n'est pas en direct, hein. Je sais, mais tu te mouchais, je me suis dit: «Tu vas couper». Il y a personne qui va te répondre, hein, voilà, faut que tu attendes jusqu'à samedi, hein. C'est à toi de réagir dans ces conditions-là, mais là, tu te mouchais, donc je me suis dit: «Tant pis, je n'interviens pas».
Alors, si nous étions un dieu, tu as vu déjà je parle à la première personne du pluriel, que Mmh. ferions-nous? Mmh mh. Hein, hein. Non, je ne sais pas, quoi si, je sais, bon, il y a tellement de choses à faire, hein. Je donnerais ah oui, un truc fun. En fait, je ferais que des trucs fun. Tiens, je donnerais des super pouvoirs à tous les humains. Mais tu es fou! Bah si, ce serait drôle. Ah ouais? Ah bah, les d'accord, mais il faut éradiquer la connerie dans ces cas-là. Bah non, c'est ça qui est drôle. S'il y a plus de conneries, si tout le monde est sage. Là, des super pouvoirs, imagine ce que ça donne avec, la Tu as super jamais vu la série des X-Men? si, j'aime bien. Bah oui, bah c'est ça, tu vois? Tu donnerais un gène mutant à tout le monde et puis après, bah voilà, il y en a qui auraient des gènes à la con et puis d'autres qui auraient des gènes plus intéressants. Donc on détruit encore plus vite la planète et l'humanité. Ou pas forcément, dans les X-Men, c'est pas les X-Men qui détruisent la planète, à la base. Mmh. C'est les humains qui, par peur, s'en prennent aux X-Men et qui créent les fameux robots, destructeurs, je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs. Mais bon. Bon allez toi, chère déesse Natacha, Ah mais c'est ça, tu viens de me reconnaître donc donc tu exauceras un de mes vœux, c'est gentil, merci. mieux vaut pour toi. Ah si je pouvais. Bon, je note quand même que tu me dois un vœu. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Alors mon vœu Natacha, c'est d'avoir, un nouveau vœu chaque jour. Quand j'étais petite, je lisais les histoires, les contes, tu sais, pour les enfants et il y avait l'apparition d'une fée qui, disait, voilà, «Tu as 3 vœux. Quels sont tes vœux?» Figure-toi que je réfléchissais vraiment sérieusement au cas où, moi j'ai préparé mes vœux et l'un de mes premiers vœux, c'est d'avoir tous les vœux que je voulais, histoire de bien, saturer l'ensemble, tu vois? Et puis après j'ai réfléchi, aux vœux potentiels. Eh bien écoute, j'ai eu les mêmes réflexions quand j'étais petit Non! et mais je te jure et c'est pour ça que je te dis que si j'ai la possibilité d'avoir un vœu, c'est de pouvoir faire un nouveau vœu chaque jour. Mais surtout pas de pouvoir faire tous les vœux parce que en fait, imagine que tu aies ce pouvoir de pouvoir faire tous les vœux, Mmh mh. mais le nombre de personnes que tu tuerais, malencontreusement, Non, non, bah jamais. si. Oui, mais justement, moi aussi j'ai réfléchi à la question et je me dis: «Ça doit être formulé sous une forme précise pour que ce vœu soit acté». Que ce soit pas juste un truc que tu dis comme ça, bah, tu Mmh règles mh. déjà le problème avec une formulation, Ah, pas une pensée. d'accord. Bon ça va, on est sauvés. Parce qu'on est prêt. Maintenant, elle est toujours pas là, mais allez, allez, Ouais. allez faire la paix, on t'attend. Portez-vous bien, profitez-en, là, il fait de plus en plus beau, puis c'est bientôt le printemps en plus, là, dans 1 ou 2 semaines, on y arrive, enfin. Ah, les oiseaux chantent, déjà chez moi. J'ai passé un petit moment dehors là, à travailler de dehors, c'était sympa. On en reparlera des oiseaux qui chantent. Il y a Blanche-Neige, hein, qui sort dans pas très longtemps. Je t'aurais bien vu dans le rôle de Blanche-Neige avec les petits oiseaux qui chantent, les petits animaux autour de toi Je suis Blanche-Neige, et les 7 nains, bien entendu, je suis ton miracle. Ça dérive. Allez, ciao, ciao.